Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Carrefours de l'IA, le rendez-vous mensuel pour découvrir les cas d'application de l'IA en entreprise et les résultats de recherche. Alors, les Carrefours de l'IA sont organisés dans le cadre du programme Wallon en intelligence artificielle qui se nomme Digital Wallonia for AI, en partenariat avec Trail, le consortium des universités et des centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec la coalition nationale AI for Belgium, avec l'AWEX et enfin avec les hubs Digital Wallonia. Alors, on a aussi le soutien du service public wallon pour ces webinaires et aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'IA dans le secteur de l'énergie. Le programme se déroulera de la manière suivante. On aura tout d'abord la présentation du Hub Digital Wallonia de Stockholm avec un panorama sur l'écosystème IA suédois et nordique par Amandine Peckel et Henri Sprimont qui est attaché, lui, scientifique chez Webi et pour Amandine qui est justement en charge, qui est attachée du Hub Digital Wallonia de Stockholm. Alors on a ensuite l'intervention de Damien Ernst qui sera aussi modérateur du webinaire et qui va nous introduire le paysage wallon en intelligence artificielle dans le secteur de l'énergie. On passera ensuite la parole à Olivier Devolder, qui est directeur énergie chez Enside, pour ensuite passer la parole à Ioannis Boukas pour la partie recherche, et enfin la question-réponse et la conclusion. Alors, je vous invite bien à couper vos micros et vos caméras si vous n'êtes pas orateur et si vous ne parlez pas. Le webinaire est enregistré, donc si quelqu'un s'y oppose, veuillez m'en informer. Et alors, j'ai le plaisir d'accueillir directement et de laisser la place à Damien Ernst, notre modérateur. Donc, Damien, vous avez obtenu votre diplôme master en sciences et votre doctorat en ingénierie à l'Université de Liège en Belgique en 1998 et en 2003. Et vous êtes actuellement professeur titulaire à l'Université de Liège. Vous êtes affilié à l'unité de recherche Montefiore. Vos recherches portent sur les systèmes d'énergie électrique et l'apprentissage par renforcement. Vous êtes également directeur scientifique de Hology, une société qui développe des solutions logicielles intelligentes pour le secteur de l'énergie. Vous avez coécrit plus de 300 articles de recherche et 2 livres. Vous avez également remporté de nombreux prix pour vos recherches et parmi eux, la prestigieuse médaille Blondel 2018. Vous êtes aussi régulièrement consulté par des industries, des gouvernements, des agences internationales et les médias pour votre profonde compréhension de la transition énergétique. Damien, je vous laisse la place. Merci, merci à tout le monde d'être là en cette heure matinale par période d'euro. Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'introduire et d'animer ce séminaire avec deux orateurs exceptionnels que je présenterai par la suite. Donc, l'IA et l'énergie en Wallonie, j'ai envie de dire, c'est prometteur, mais ce n'est pas encore assez quand on parle des entreprises. Hein. Donc, je pense qu'on a principalement deux entreprises à l'heure actuelle en Wallonie qui sont capables en fait d'offrir des services dans ce secteur-là. On a Inside, hein, donc, dont Olivier Devolder est un représentant. On a aussi Hology en fait, hein, qui a cette capacité-là. On a d'autres donc qui sont vraiment focalisés là-dessus. On a d'autres entreprises qui se cherchent un peu, hein, qui essaient d'aller dans cette direction-là. Avec les utilities classiques, en fait, hein, donc les gestionnaires de réseaux de distribution, de transport, les fournisseurs aussi d'électricité, où on voit qu'ils sentent qu'ils doivent faire ce mouvement dans ce secteur-là, mais ça reste encore embryonnaire. En fait, on est au début d'une histoire. Alors, cette histoire-là, je vais vous passer un petit transparent. Elle doit, à mon avis, s'articuler autour. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, oui. Vous voyez mon écran? Pas encore. On ne voit pas ton écran. Attention, je vais recommencer. Non. Si vous avez envie, vous prendrez la parole juste après. Voilà. Là, vous devez le voir, non? Oui, tout à fait. Voilà. Et cette histoire-là, elle doit, à mon avis, s'articuler autour de trois grands axes, cette histoire de l'IA dans l'énergie. Donc, la première chose, elle doit venir en aide, en fait, pour nous aider à gérer, en fait, ces systèmes complexes que sont les systèmes énergétiques.
Avant, le système énergétique, bon, je prends par exemple un réseau électrique, c'était quelque chose, ce sont des machines, il faut vraiment les voir comme des machines qu'il faut piloter, comme des F-16 qu'il faut piloter. C'était assez simple, vous aviez une couche de transmission, en fait un réseau de transmission, auquel étaient attachés des réseaux de distribution. Donc toute la partie intelligente, c'était les réseaux de transmission, la partie non intelligente des réseaux de distribution. C'était tellement vrai à l'époque, quand vous aviez des gens qui fonctionnaient mal, qui n'étaient pas très bons, des ingénieurs dans ces boîtes-là, on les descendait, on était toujours dans le monde verticalement intégré, on les descendait en fait dans les réseaux de distribution. En fait. On était les moins intelligents là. Mais la chose a changé avec la révolution des renouvelables, des batteries. On doit mettre beaucoup d'intelligence dans les réseaux de distribution. Donc là, on arrive à des systèmes déjà 2 couches, très intelligents. Sont apparus aussi un super réseau qui se met maintenant au-dessus du réseau de distribution, de transmission qui doit être opéré de manière très intelligente. On a une 3e couche intelligente, des micro-réseaux apparaissent aussi au niveau des consommateurs. Donc ça, c'est la couche vraiment, toute la couche du bas. Ça nous fait une 4e couche intelligente. Sont apparus aussi les marchés de l'énergie qui ont complexifié ce système. À ça, c'est ajouté le fait qu'on est en train de coupler maintenant les systèmes de gaz avec les systèmes électriques, avec toute cette technologie pour transformer en fait de l'électricité verte en gaz vert. Donc on est en train de construire en fait au niveau énergétique une machine en fait d'une complexité extraordinaire, et on remarque de plus en plus en fait que l'être humain ne la comprend plus, en fait, n'arrive plus à la comprendre, et on va, à mon avis, dans les années qui arrivent, observer des problèmes dans la conduite même de cette machine. On va cracher le F-16, si je dois prendre une analogie, et donc là il y a des vrais travaux à faire en IA pour apprendre à gérer cette machine. C'est des problèmes très très compliqués en fait, parce qu'ils n'ont pas une belle structure, ils sont de taille très très grande. Avoir des simulateurs en fait que des IA puissent apprendre dessus est très compliqué. Donc voilà, problème immense sur lequel malheureusement peu de chercheurs en IA travaillent dessus, et je les comprends aussi parce que c'est souvent un peu décourageant quand vous voulez traiter ces problèmes-là dans leur vraie complexité. Le deuxième point sur lequel l'IA devra agir, et là on voit des solutions qui apparaissent, c'est l'exploitation de la flexibilité dans les réseaux. Donc la flexibilité, qu'est-ce que c'est? C'est déplacer en fait une charge électrique. Donc par exemple, quand vous avez beaucoup d'électricité verte, donc les prix sont en général bas sur les marchés gros, vous avez peut-être envie là de faire votre lessive en fait, ou de recharger les batteries de votre véhicule électrique. Il y a tout un travail à faire en fait pour gérer cette flexibilité dans les réseaux. Ce sont des problèmes d'IA qui ont une nature en fait assez complexe, de par le fait que ce sont des problèmes qui doivent être adressés sur un horizon de temps assez long. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez par exemple une batterie, cela coupe les différentes décisions temporelles que vous pouvez prendre entre elles. Donc ce sont des problèmes de décision dans lesquels la notion de temps est importante et l'horizon de temps est important, ce qui les complexifie. Donc ça, c'est un grand sujet sur lequel il faut avancer en fait dans le domaine de l'énergie, où là, ça avance. On voit beaucoup en fait de chercheurs en IA qui travaillent dessus, mais j'ai envie de vous dire, ça coince plutôt au niveau en fait de l'organisation des plateformes informatiques, la réalisation concrète de ces plateformes informatiques pour gérer cette flexibilité. Le troisième point sur lequel l'IA doit vraiment jouer un rôle, c'est dans les nouveaux modèles de marché de l'électricité. Donc avant, vous achetez l'électricité chez votre fournisseur qui vous la fournissait. Maintenant, vous pouvez produire localement. Il y aura de plus en plus apparaître des modèles en fait, où vous pourriez vendre vous-même avec votre smartphone l'électricité excédentaire de votre panneau photovoltaïque à votre voisin, gérer automatiquement peut-être votre batterie en fait chez vous pour maximiser votre autoconsommation. Donc vous allez voir apparaître en fait des petits modèles de marché, des petits modèles de marché de gestion très locale en fait de votre énergie, pour lesquels l'IA est hyper importante. Alors pourquoi est-ce qu'elle est hyper importante? Ce ne sont pas nécessairement des problèmes très compliqués, mais pour que ces modèles-là soient rentables, la gestion de ces petits systèmes doit être complètement automatisée. Vous ne pouvez pas avoir ce qu'on me dirait human in the loop, ce serait beaucoup trop cher. Et donc la nécessité en fait d'avoir des IA là qui peuvent remplacer des êtres humains, et là c'est quelque chose qui se développe très bien. On va avoir la chance en fait maintenant avec nos orateurs en fait
discuter un peu de ce différent point-là. Et je vais vous présenter le premier, Olivier de Volder, donc un ingénieur civil. Damien, c'est d'abord Amandine Pecquet. Ah, c'est Amandine, ok, désolé. Pas de souci. Amandine, sorry. Voilà, merci, bonjour. Donc, Amandine Pecquel, c'est à Stockholm, responsable de la Suède et du Danemark et donc du Digital Hub Wallonia de Stockholm. Alors, j'ai partagé quelques slides très, très brièvement. Voilà. Et donc, j'imagine que vous pouvez voir mes slides maintenant. Avec mon collègue attaché scientifique Henri Sprimont, nous allons aujourd'hui brosser très rapidement un rapide portrait du Digital Hub à Stockholm, de l'écosystème AI ici dans nos marchés, de manière générale, et dans le secteur de l'énergie en particulier. Donc, Stockholm est un des 10 Digital Wallonia Hub au monde. Alors, la spécificité de Stockholm, c'est que par-delà la ville, on couvre la région nordique. Et la deuxième spécificité, c'est que je pense que Montréal est l'autre exemple. Nous avons et un attaché économique et un attaché scientifique dans la même ville. L'attaché scientifique, lui, va s'attacher plutôt à développer les liens de recherche, donc de manière générale avec les universités, les centres de recherche, mais parfois aussi les entreprises. Alors, que faisons-nous dans ces hubs ? Nous connectons les deux écosystèmes digitaux. Donc, concrètement, ça se traduit d'une veille d'information. Donc, on essaie de détecter les opportunités de coopération commerciale ou scientifique. Cette veille d'information, par exemple, l'année passée, on a écrit un rapport sur l'AI en Suède, qu'on pourrait d'ailleurs partager avec les participants de ce séminaire aujourd'hui. Et d'un autre côté, nous accompagnons aussi les entreprises et les délégations scientifiques à la mise en contact en local. Encore une fois, l'année passée, nous l'avons fait dans le domaine de la musique tech, où nous avions une délégation de start-up, d'acteurs wallons dans le secteur. Ils ont pu pitcher leur idée devant des investisseurs, ils ont pu faire un matchmaking B2B avec des acteurs et des partenaires potentiels sur place. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire là encore cette année, c'est Slush, la grand-messe tech des pays nordiques en décembre. Et là, on va offrir une vitrine à 4 startups wallonnes. D'ailleurs, on va encore faire la sélection. Donc, si quelqu'un dans les participants est intéressé, surtout contactez-nous pour cette opportunité. Donc, voilà pour le Digital Hub. L'intelligence artificielle en Suède. Alors, quelles sont les forces de l'écosystème ? Bien sûr, l'innovation, le dynamisme de l'innovation. La Suède est numéro 1 dans l'index de la Commission européenne d'innovation, juste avant la Finlande et le Danemark, les usual suspects dans le domaine. Donc, bien sûr, il y a ça, mais ce qui est vraiment distinctif, c'est vraiment la présence structurante de grands acteurs, de grandes entreprises locales qui vont vraiment porter le développement, l'innovation de l'intelligence artificielle, que ce soit comme utilisateur, comme sponsor, comme financement, etc. Ça peut venir des boîtes historiques, par exemple dans l'automobile, Volvo est très moteur. Dans le retail, on a H&M et Ikea. Et la télécommunication, on a Ericsson aussi qui est très actif dans le domaine. Ça peut être donc ces acteurs historiques-là, mais ça peut être aussi des nouveaux succès, ce qu'on appelle les licornes, comme Spotify, qui est très actif pour la musique tech, ou Klarna pour la fintech. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise que les 5 secteurs prioritaires en Suède, qui ont été identifiés par Vinnova, l'agence pour l'innovation, se calquent vraiment sur les secteurs forts du tissu économique général de la Suède et des Nordiques. Alors, il y a 5 secteurs ici sur le slide. Il y en a 3, je pense, qui sont particulièrement en adéquation avec les forces de la région wallonne. La première, la santé, en particulier avec des géants comme Secta et Elekta, les applications en imagerie médicale. On a la manufacture industrielle avec SKF, Atlas Copco, SAAB. Et puis, last but not least, la ville est intelligente et durable, surtout où on peut évidemment retrouver aussi les solutions dans l'énergie avec un acteur majeur comme Vattenfall.
Alors, quelles opportunités pour l'IA et l'énergie en Suède? Il me reste littéralement 1 minute, donc je vais venir avec 2 chiffres clés. D'abord, 54%, c'est la part dans le mix énergétique de la Suède des énergies renouvelables, c'est le plus haut en Europe, et ça va augmenter jusqu'à un objectif de 100% en 2040. Et donc, ça veut dire qu'il y a un besoin criant de toute technologie AI qui peut aider à mettre en adéquation la production et la consommation. Deuxième chiffre, fois 2, c'est le forecast des besoins de production d'électricité à 20 ans. Tout d'abord pour soutenir l'électrification du transport, bien sûr, mais aussi de l'industrie. En particulier, je pense au projet de production d'acier vert. Et donc, pour répondre à ce besoin, il va falloir, c'est crucial d'optimaliser et la production et la consommation, de réduire la consommation aussi. Et donc, je vais donner 2 exemples de start-up. Donc, c'est des opportunités pour les Wallons, mais aussi là où des start-up suédois se sont engouffrés. Donc, une première start-up du côté de la production, elle utilise des drones pour l'entretien de l'infrastructure électrique. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour prédire l'évolution de la couverture végétale. Donc, concrètement, pour couper les branches avant que les branches ne coupent la ligne et la ligne électrique. Du côté de la consommation, on a une start-up qui, par exemple, travaille avec les écoles. Ils ont mis des senseurs pour faire un profil de consommation et avec l'AI, prédire ce profil pour diminuer la consommation d'électricité. Donc voilà, ça c'est pour les opportunités dans les grandes lignes. Pour l'aspect commercial aussi, mais mon collègue Henri Sprimont va maintenant reprendre la parole pour brosser un portrait de ce qui vit plus en amont dans les pays nordiques. Henri, est-ce que tu es... Oui, je suis là, bonjour. Merci beaucoup Amandine. Donc, je m'appelle Henri Sprimont et en effet, je suis l'agent de liaison scientifique qui est en poste à Stockholm et qui couvre l'ensemble des pays nordiques. Donc, au-delà de la Suède, également la Norvège, le Danemark, la Finlande, l'Islande et dans une moindre mesure les pays baltes également. Dans un premier temps, je souhaiterais beaucoup vous remercier pour me donner cette opportunité de présenter et d'illustrer le rôle des bureaux de liaison scientifique et technologique de WBI, qui sont des structures qui sont mises à votre disposition pour vous soutenir dans tous vos efforts de collaboration autour de projets de recherche et développement dans une série de destinations qui ont été identifiées comme des pays cibles qui se caractérisent par leur grand dynamisme de l'innovation et leur excellence scientifique. Voilà, donc j'ai des collègues qui se trouvent au Canada, à Montréal. Un autre bureau couvre les États-Unis et est basé à New York. Un autre couvre le Brésil, il est basé à Sao Paulo. En Europe, nous avons également un bureau à Munich qui couvre l'Allemagne, un autre qui couvre la Suisse, il se trouve à Lausanne. Et donc enfin le mien qui couvre donc cette zone nordique depuis Stockholm. Voilà, je vous invite vraiment à les contacter. Nous sommes au service aussi bien des acteurs de recherche que des acteurs industriels pour vous mettre en contact avec vos contreparties et notamment dans le but de favoriser votre participation à des consortiums européens de recherche. Voilà. Afin que vous perceviez bien vraiment l'opportunité que peut représenter cette zone nordique dans le contexte de cette intelligence artificielle pour le secteur énergétique, je pense qu'ici on se trouve dans un endroit qui, de manière assez unique, présente cette double caractéristique à la fois d'avoir une extrêmement grande excellence dans le domaine informatique, un grand taux d'acceptation de toutes les nouvelles technologies digitales et par ailleurs une très forte conscience de l'impératif écologique qui est vraiment au centre des préoccupations ici, aussi bien au niveau de la recherche que de l'économie, que de la vie citoyenne. Et je pense que ce mix, que cette concomitance à la fois de l'excellence et de la conscience écologique contribue à créer un écosystème qui est particulièrement intéressant
pour cette utilisation de l'intelligence artificielle à des fins énergétiques. Voilà, donc je vais maintenant très brièvement, puisque le temps imparti est très court, vous faire un petit tour d'horizon des ressources et des acteurs principaux que vous pourriez rencontrer ici et que nous sommes tout à fait disponibles pour vous aider à rencontrer. Amandine a très bien développé le cas de la Suède, donc je vais simplement peut-être citer un certain nombre d'acteurs de recherche qui sont vraiment des partenaires potentiels majeurs dans ce domaine. Vous avez évidemment des géants de l'ingénierie en Suède, tels que KTH par exemple, l'université d'Uppsala, mais un acteur que je souhaiterais singulariser dans ce paysage, c'est l'université de Chalmers, qui se trouve à Göteborg et qui a pris une option très intéressante sur cette AI for Energy à travers à la fois son centre de recherche sur l'intelligence artificielle et son autre centre de recherche sur l'énergie. Donc il y a une forme de jonction des forces au niveau de Chalmers qui les amène à développer des projets intéressants. Retenez bien ce nom donc de Chalmers à Göteborg. À côté de ça, vous avez des acteurs qui sont plus industriels, plus des centres de recherche plus proches du monde industriel tels que Swerea ou RISE, qui peuvent également être de bons partenaires. Maintenant, donc peut-être un petit tour d'horizon au-delà des frontières suédoises, en Norvège par exemple, où a été édictée une stratégie très claire visant à la numérisation du secteur énergétique et où un des secteurs ou un des piliers de cette stratégie est vraiment l'intégration de l'intelligence artificielle pour la surveillance du réseau, pour la prévision des capacités de production, etc., issues de sources intermittentes d'énergie. Donc, il y a un focus assez important mis par la Norvège sur ces questions, et ce focus est principalement servi par SINTEF, qui est un acteur de recherche absolument majeur, et que là encore, je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit, SINTEF, S-I-N-T-E-F, que vous gardiez cet acteur à l'esprit également. Pourquoi ? Parce que au niveau de la stratégie, c'est un centre qui se singularise par son très haut taux de succès pour l'obtention de financements européens. Vraiment à la fois donc une recherche d'excellence, mais aussi vraiment une capacité très efficace, enfin une grande efficacité pour l'obtention de ces fonds. Et donc vous pouvez penser que si vous êtes à même de participer à un consortium où SINTEF est également participant, c'est une forme de prévalidation pour le projet européen auquel vous prendriez part. Et donc voilà, je pense qu'il est bon que vous gardiez ce nom à l'esprit. Je vais passer peut-être maintenant au Danemark. Danemark, qui est aussi un pays très intéressant au niveau énergétique, avec beaucoup d'éoliens offshore et de grandes spécificités dû à cela, et là où un acteur majeur est probablement DTU, Danish Technical University, qui s'illustre sur cette thématique de AI for Energy par peut-être deux projets qui seraient phares. À la fois, c'est celui de Nordhaven Energy Lab, qui est une forme de vitrine à ciel ouvert de villes intelligentes, mais où ces chercheurs de DTU mettent en œuvre des projets de smart grid, etc. Et par ailleurs, sur un autre sujet qui est également évidemment un topic très brûlant pour l'instant, et qui est celui des batteries, il y a une très bonne recherche qui est développée à DTU, qui est celui du développement de nouveaux matériaux pour les batteries, et cette recherche est assistée par intelligence artificielle. Donc voilà, là au niveau du stockage de l'énergie, là encore, il y a quelque chose qui est très intéressant qui se passe au Danemark. Et enfin, voilà, je voudrais terminer ce tour d'horizon nordique par le dernier, non le moindre, qui est la Finlande, qui a une activité également très intense au niveau de l'innovation, donc pas mal de startups également qui sont créées en Finlande autour de ces questions, notamment autour de l'optimisation du chauffage urbain et de l'exploitation des données du chauffage urbain et de l'optimisation énergétique des bâtiments, par des startups telles que Lean Heat, mais de manière générale, c'est un marché qui est caractérisé par son très grand dynamisme de l'innovation, la Finlande. Un acteur de recherche majeur là-bas serait VTT,
qui est assez bien le pendant finlandais de SINTEF. C'est un centre de recherche qui est très diversifié, très proche de la concrétisation industrielle de leurs travaux scientifiques et qui développe aussi un nombre important de projets autour de cette AI for Energy et notamment dans une vitrine également, un quartier vitrine qui s'appelle Smart Otaniemi. Voilà, donc la VTT, c'est également aussi un partenaire intéressant. Et enfin, je voudrais terminer ce tour de Finlande en mettant en lumière non pas un acteur, mais un événement. Et donc, pour revenir peut-être à ce que Amandine disait au départ, et c'est vraiment Slush. Slush qui est vraiment la grand-messe de l'innovation en Europe, où vraiment vous pouvez vraiment une mine d'or d'inspiration, cet événement, qui a mis à plusieurs reprises cette question de l'impact de l'intelligence artificielle pour le secteur énergétique, aussi bien à travers cette autonomie des marchés, etc., énergétiques que Damien mentionnait au départ. Voilà, donc c'est une thématique récurrente dans Slush, que cet impact de l'intelligence artificielle, notamment sur le monde énergétique. Et donc, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez inscrire à votre agenda chaque année au mois de décembre pour avoir vraiment une vue complète de l'état de l'art, en fait, dans ce domaine de l'innovation AI for Energy. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je souhaite simplement conclure en vous invitant à ne pas hésiter à nous contacter aussi bien Amandine que moi pour vous soutenir dans tous vos projets qui pourraient concerner la zone nordique. Merci beaucoup. Merci Henri. Damien, parfait. Là, c'est effectivement à moi de reprendre la parole. Merci. Donc, on va avoir comme premier orateur le plaisir d'écouter Monsieur Olivier De Volder, qui est ingénieur civil, docteur en mathématiques appliquées de l'Université catholique de Louvain et qui est un expert reconnu à la fois dans le domaine de l'énergie et des technologies de l'intelligence artificielle. Donc, Monsieur Olivier De Volder occupe à l'heure actuelle, s'occupe de l'activité énergie d'Insight, une spin-off très très connue de l'UCL Louvain et de l'ULiège, qui est des fleurons vraiment wallons du numérique et qui a en forte croissance et qui compte près de 150 collaborateurs. Ils ont des domaines d'application en fait, de l'optimisation et de l'intelligence artificielle qui sont assez vastes, et on peut en mentionner deux, donc l'énergie bien évidemment et aussi le domaine pharmaceutique. Donc il va nous parler en fait de l'intelligence artificielle et nous montrer en fait que l'intelligence artificielle est vraiment clé dans la transition énergétique. Olivier de Floricios. Le micro. Merci Damien, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir les slides? C'est parfait. Parfait, super. Et donc, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs pour l'invitation, mais encore plus, je pense, pour le fait de mettre en place un tel événement. Je suis ravi de voir que, d'une part, dans le domaine de l'énergie, l'utilisation de l'intelligence artificielle devient quelque chose de plus en plus présent, avec une traction de plus en plus forte, mais également, comme le soulignait Damien aussi, que la communauté de l'intelligence artificielle s'intéresse de plus en plus aux thématiques de notre domaine, du domaine de l'énergie, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. À l'interface justement entre l'intelligence artificielle et le domaine de l'énergie, c'est vraiment le cœur de notre activité sur la partie énergie d'Insight. Et ce que j'ai voulu ici essayer de faire en quelques slides, c'est illustrer en quoi l'intelligence artificielle a un rôle moteur, un rôle clé pour la réussite de la transition énergétique. On est face à des défis majeurs dans le domaine de l'énergie et l'intelligence artificielle a vraiment un rôle important de facilitateur pour qu'on puisse répondre à ces défis. Donc, mon but ici, c'est de l'illustrer à travers quelques exemples, cette importance, ce potentiel de l'intelligence artificielle. Alors, avant de rentrer là-dedans, peut-être un petit aperçu
d'Ensight, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la société. Donc, comme l'a indiqué Damien, donc Ensight est une spin-off de deux universités wallonnes, l'UC Louvain et l'Université de Liège, qui a été fondée il y a une vingtaine d'années, qui compte maintenant environ 150 collaborateurs, avec vraiment comme l'utilisation des technologies, des mathématiques appliquées, que ce soit l'intelligence artificielle, l'optimisation, dans l'aide à la décision. Et dans le secteur de l'énergie, on a la chance de collaborer avec beaucoup d'acteurs au niveau européen, que ce soit des fournisseurs d'électricité, des traders, des bourses d'électricité, des acteurs de la transmission, de la distribution, et notamment pour faire écho à la présentation d'Amandine et d'Henri, notamment dans les pays nordiques où nous avons la chance, par exemple, de collaborer avec Statnett ou Svenska, donc Statnett, le TSO norvégien, Svenska Kraftnät, le TSO suédois, avec là aussi effectivement beaucoup de dynamisme et d'opportunités d'application de l'intelligence artificielle. Comme élément, on va dire, de motivation de l'intelligence artificielle et des défis qui sont devant nous, ce graphe qui montre l'évolution du mix énergétique dans la production d'électricité au niveau global, avec les ambitions vers 2050, d'avoir un système qui soit le plus neutre en carbone possible, avec, on le voit sur ce graphe, comme information majeure, l'augmentation très massive qui est devant nous de la part de renouvelables, que ce soit du solaire, qui est la part jaune que vous voyez sur le graphe, ou que ce soit l'éolien, donc sur les composantes bleu clair qu'on voit dans le graphe. Et donc, on a devant nous une vague d'augmentation du renouvelable qu'il va falloir réussir. On a déjà fait un certain chemin depuis 10-15 ans, mais encore, on n'est qu'au début de cette vague de l'augmentation du renouvelable. Et ce que j'ai essayé de montrer ici dans les prochains slides, c'est en quoi la pénétration du renouvelable dans le mix énergétique crée un certain nombre de défis. Ce n'est pas une mince affaire d'intégrer du renouvelable à grande échelle. Ça soulève un certain nombre de difficultés et en quoi l'intelligence artificielle peut contribuer à y répondre. Et en contribuant à y répondre, ainsi nous permettre à vraiment augmenter la part du renouvelable sans créer de problème. Et donc, pour illustrer cela de manière concrète, j'ai choisi la situation allemande, qui est sans doute en Europe un des pays les plus moteurs dans la transition énergétique, qui augmente le plus sa part de renouvelable dans son mix. Et vous l'illustrez avec un exemple très concret. Ici, c'est un exemple d'une semaine, que vous allez voir sur ce graphe ici, une semaine de production d'électricité en Allemagne. C'est une semaine de l'année dernière, au mois de mars. Si j'avais pris le temps de mettre à jour le graphe, je pense que les exemples auraient été encore plus marquants. Vous avez ici une semaine de production. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphe? C'est important de bien l'avoir en tête, puisqu'on va l'utiliser tout au long de la présentation pour illustrer un certain nombre de défis. Vous avez tout d'abord différentes couleurs qui sont superposées ici, le gris, le vert, le jaune, qui représentent les différents moyens de production d'électricité en Allemagne et la manière dont ils fluctuent, évoluent au sein même d'une semaine. Donc, vous avez la composante grise, qui est des moyens conventionnels de production, que ce soit du charbon, du gaz naturel, encore un petit peu de nucléaire au niveau allemand. Vous avez la part vert clair, qui est l'éolien, et les composantes jaunes, qui sont la production solaire. Et donc, vous voyez ainsi les 7 jours de la semaine qui apparaissent via les heures de production de la journée. Et donc ça, vous pouvez le lire sur l'axe de gauche. Et enfin, une autre information qui est mise sur le même graphe, sur l'axe de droite, c'est la fluctuation du prix d'électricité sur les marchés de gros tout au long de la semaine, d'heure en heure. Vous pouvez voir une certaine fluctuation qu'on va notamment analyser. Maintenant que ce paysage est décrit sur ce slide, qu'est-ce qu'on peut y observer? Si on se place, par exemple, le mercredi fin d'après-midi de cette semaine-là, nous sommes un mercredi ici au début du printemps, nous sommes à l'heure de pointe, vers 17-18 heures, avec une consommation du coup sur le réseau plus importante, mais fin de journée, moins de production solaire, et on est dans une journée qui est en fait peu venteuse, donc on a peu de production éolienne. Et donc, on se retrouve avec un système où, en fait, le conventionnel doit fournir beaucoup d'électricité. Et donc, on a beaucoup de centrales qui doivent tourner, y compris des centrales plus chères. Et donc, on a notre prix d'électricité ici sur le marché qui est plus élevé. Alors, il n'est pas exubérant, mais il est quand même environ de 60 € le mégawattheure. Donc, c'est plus ou moins le double de la moyenne qu'on observe sur
sur cette semaine-là. Et puis, exactement la même semaine, donc on est le dimanche après-midi, on est un beau dimanche après-midi, un beau dimanche de printemps où on a une belle production solaire, mais c'est également une journée assez venteuse, on a beaucoup de production éolienne, et on se retrouve, c'est le dimanche, la consommation est également plus réduite, on se retrouve dans une situation où l'Allemagne, en tant que système électrique, produit plus via le renouvelable que ce qu'elle consomme. Donc on a plus que 100% du mix qui est couvert par du renouvelable. Et donc, on se retrouve avec une situation où le prix d'électricité va être très, très faible, voire négatif à ce moment-là. Qu'est-ce que ce graphe nous montre? Il nous montre que quand on intègre du renouvelable, qui est une énergie intermittente, on se retrouve avec une beaucoup plus grande variabilité, une plus grande volatilité au sein même d'une semaine. Chaque jour devient plus différent d'un autre. Variabilité sur le mix de production, variabilité sur les prix. Et donc, au plus on augmente le renouvelable, au plus ces éléments vont être présents. Qui dit volatilité, variabilité, appelle à la capacité de prédire, de pouvoir anticiper cela, de pouvoir être capable de prédire ces différentes quantités pour mieux optimiser sa consommation, mieux optimiser les productions, mieux gérer le réseau. Et donc, ça nous amène à un premier applicatif de l'intelligence artificielle liée à la transition énergétique, c'est justement cette capacité de prédiction, de faire du forecasting. Et il y a énormément d'applicatifs autour de la prédiction. Comme je le citais, les prix d'électricité. Si je suis un consommateur flexible, comme l'a introduit Damien, je veux pouvoir savoir à quel moment les prix vont être plus hauts, moins hauts au sein même de ma semaine pour notamment optimiser, par exemple, ma consommation, optimiser, par exemple, du stockage. Donc, il y a des incitants de prédiction. Si je suis un gestionnaire de réseau, je veux pouvoir anticiper quels vont être les flux dans mon réseau, quels sont les risques de congestion, par exemple, que je vais observer. Si je veux aussi pouvoir estimer la consommation que je vais avoir dans mon système, dans certaines zones ou au niveau national. Si je suis un producteur de renouvelables, je veux pouvoir prédire ces fluctuations de production pour pouvoir optimiser notamment mes nominations sur le marché. Donc, il y a énormément de cas qui appellent à de la prédiction, de plus en plus de besoins de prédiction et une prédiction qui devient aussi plus compliquée puisque les systèmes sont moins stables, plus fluctuants. Et donc, c'est là une première applicatif où on a la chance, à côté de ces nouveaux défis, on a la chance d'avoir des nouvelles générations d'algorithmes de machine learning, que ce soit des réseaux de neurones profonds, que ce soit des arbres de décision boostés, qui sont des technologies qui permettent d'augmenter la précision du forecasting. Les gestionnaires de réseau ont toujours, en tout cas, ont beaucoup fait de prédictions, mais d'aller plus loin, d'être plus précis. On montre qu'on arrive typiquement à augmenter d'environ 20% la qualité de la prédiction en recourant à ce type d'approche. Un élément important, c'est en combinaison de cette précision, être capable d'utiliser les meilleures techniques qui offrent vraiment une augmentation de la précision du forecast, de pouvoir également amener de l'intuition, de l'explainabilité dans les forecasts, que les forecasts ne soient pas une boîte noire. Et donc ça, c'est un élément aussi sur lequel on travaille beaucoup avec des gestionnaires de réseau, c'est la capacité, comme vous le voyez par exemple sur ce graphe-ci, où non seulement on va fournir une courbe de forecast, mais également être capable de décomposer le forecast en ces éléments explicatifs, de manière à ce que la personne qui va les utiliser a de l'intuition et va pouvoir être confiant sur la raison pour laquelle tel ou tel éléments sont fournis dans le forecast. Donc ça, c'est un premier applicatif qui est plutôt sur cette fluctuation, cette variabilité qu'on a dans le système qui appelle à pouvoir recourir à des meilleures technologies de prédiction. Alors, si on reprend notre graphe ici de la semaine en Allemagne, d'autres éléments intéressants sont à noter. Si on se replace en début de semaine, lorsqu'on n'avait pas énormément de renouvelables, de production renouvelable et une certaine consommation assez importante, on voit dans le graphe également une certaine quantité mauve ici qui apparaît, qui est en fait une situation d'import où l'Allemagne n'est pas isolée, mais fait partie d'un système électrique européen et est dans une situation où elle va importer de l'électricité venant des pays voisins, ça peut être la France, ça peut être la Belgique, et donc elle a besoin d'importer à ce moment-là. A contrario, si on se replace au moment où il y avait un excédent de production renouvelable par rapport à ses besoins, on voit ici une production négative qui est en fait une situation d'export où l'Allemagne va exporter vers les pays voisins qui
peut-être ne bénéficient pas des mêmes conditions climatiques à ce moment-là, ou n'ont pas le même mix énergétique et donc ne bénéficient pas de la même manière de la production, par exemple, éolienne ou solaire. Et donc, ce que nous dit ce graphe-là également, c'est qu'au plus on intègre du renouvelable, au plus on va se retrouver dans des situations où il faut parfois exporter de manière importante, parfois importer, et capable d'avoir un système qui soit optimisé pour que cette intégration au niveau européen se fasse de la manière la plus efficace, technologiquement, mais également d'un point de vue économique. Alors, pour illustrer cette importance de ces questions de transfert d'électricité, d'import-export, deux exemples d'applicatifs pour les illustrer. Le premier, qui est plus un élément économique, qui est l'intégration des marchés de l'électricité au niveau européen. Donc, les différents marchés de gros au niveau européen sont depuis un certain nombre d'années et de plus en plus couplés, c'est-à-dire que de la production, par exemple, au Danemark, peut servir pour satisfaire une certaine demande en Espagne en utilisant le réseau européen et les capacités d'interconnexion. Et il y a en fait un algorithme qui s'appelle le FEMIA, qui est développé par Ensight, qui est utilisé par les différentes bourses d'électricité au niveau européen pour calculer les prix, calculer les échanges et optimiser l'allocation des différentes interconnexions entre ces pays européens, pour vraiment optimiser l'import et l'export dans une logique de maximisation du welfare au niveau européen. Et donc ça, c'est un applicatif où derrière cela se cachent des technologies analytiques avancées, des algorithmes d'optimisation assez complexes qui tous les jours tournent pour calculer l'allocation optimale des capacités au niveau européen. Et donc c'est un applicatif sur lequel Ensight travaille également avec, à travers plus de 25 pays au niveau européen. Toujours dans ces questions d'utilisation du réseau et des capacités de manière optimale, ces problèmes peuvent se poser au sein même d'un pays. Et si on reprend justement l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne qui a une production renouvelable importante au nord du pays, qui dispose notamment de capacités éoliennes importantes dans le nord et qui a une consommation plus importante dans le sud du pays, avec une industrie assez développée dans le sud de l'Allemagne, voire très développée, et un réseau, alors il y a des projets d'investissement importants là-dessus, mais un réseau qui structurellement n'est pas suffisamment fort que pour pouvoir permettre ces flux du nord vers le sud au sein même de l'Allemagne. Et c'est dans ce contexte-là qu'un autre applicatif de l'intelligence artificielle sur lequel nous travaillons, notamment avec 50 Hertz, donc qui est un des gestionnaires de réseaux de transport au niveau allemand, vise, en utilisant le reinforcement learning, qui est une des technologies de l'intelligence artificielle, de pouvoir optimiser en temps réel la topologie du réseau, de pouvoir adapter la topologie du réseau pour éviter, ou en tout cas réduire, les problèmes de congestion au sein du réseau, et donc ainsi pouvoir permettre finalement que ces flux puissent circuler de manière plus optimale. Et cette optimisation de la topologie, c'est quelque chose qui était déjà réalisé par les opérateurs dans les control centers du gestionnaire de réseau, mais la problématique devient tellement complexe, ça fait écho avec l'aspect de complexité que Damien mentionnait, la problématique devient tellement complexe, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de contraintes que finalement, il y a besoin de recourir à un support, à une aide, à ce que l'intelligence artificielle puisse proposer des topologies de réseau optimisées qu'un opérateur ne pourrait pas lui-même générer de par la complexité et le temps de réaction qui est très très court puisqu'on doit gérer ce réseau en temps réel. Donc voilà, ça c'est un autre exemple lié vraiment à cette capacité à utiliser le réseau, à faciliter les interconnexions, que ça soit au sein d'un pays comme l'Allemagne ou entre pays au niveau européen. Et enfin, dernier exemple par rapport toujours à notre paysage de la transition énergétique, il y a une autre dimension qui est importante à prendre en compte, c'est l'aspect de risque. Notre réseau, il doit à tout moment être équilibré entre l'offre et la demande. On est habitué dans nos pays à avoir une sécurité d'approvisionnement et une disponibilité d'électricité qui soit quasiment à 100%. Et on compte bien à ce que la transition énergétique ne mette pas ça en péril. Il y a pourtant un certain nombre de risques dans notre système. Quand on a pris cette semaine-ci, par exemple, il y a différents risques qui peuvent se passer, créer des déséquilibres dans notre système. On peut avoir les meilleures prédictions du monde, on peut avoir les meilleurs marchés du monde. Il y a toujours des risques qu'il faut pouvoir couvrir. Si on prend par exemple le début de notre semaine, quand on avait une part de production
conventionnelles importantes, il y a le risque par rapport à ces centrales. Il ne faudrait pas que certaines aient des coupures non planifiées qui pourraient avoir… En tout cas, on doit couvrir ce risque-là. Lorsqu'on compte sur une production renouvelable importante, il se peut que finalement, par des conditions météorologiques, on ait moins ou plus de production que prévu. Par exemple, sur l'éolien, c'est un risque typique lorsqu'on prévoit, par exemple, des journées très venteuses avec une belle production éolienne. Si le vent se transforme en tempête et que des parcs éoliens doivent se mettre en situation de protection, on perd soudainement une production très importante. On risque d'avoir un déséquilibre important qu'on doit pouvoir couvrir. De la même manière, lorsqu'on compte sur des imports-exports avec les pays voisins, il faut aussi pouvoir couvrir le risque d'un problème technique sur les interconnexions. Par exemple, si on pense entre la Belgique et la Grande-Bretagne, par exemple, il y a un câble DC en courant continu qui s'appelle Nemolink qui a été développé. Ce câble-là, il peut lui-même avoir un problème technique et donc il faut pouvoir couvrir ce risque-là par rapport à la capacité d'import ou d'export. Et donc, tous ces différents risques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de risques, mais on voit aussi que ces risques sont dynamiques, ils ne sont pas toujours les mêmes. D'un moment à un autre, on aura à voir certains risques plus présents que d'autres. Et donc, dernier exemple ici pour illustrer la potentialité de l'intelligence artificielle, c'est un applicatif qu'on a développé pour Elia, les gestionnaires de réseaux de transport en Belgique, qui vise à, au lieu de toujours couvrir ce risque de manière constante, de pouvoir mieux anticiper le niveau de risque dans le système et pouvoir avoir une couverture de ce risque qui soit adaptative. Donc, les gestionnaires de réseau utilisent ce qu'on appelle des réserves. Donc, ce sont des unités, des consommateurs ou des producteurs qui restent en disponibilité au cas où et de pouvoir adapter la quantité totale de réserves qu'on a besoin en fonction du niveau de risque. Et donc, on utilise des technologies, des algorithmes de machine learning pour pouvoir anticiper cela et vraiment être plus granulaire, adapter le volume d'un jour à l'autre. Et c'est un exemple où, en fait, avec l'intelligence artificielle, on arrive à faire plus avec moins. On fait plus parce qu'on couvre le système est plus sécurisé. Lorsqu'il y a vraiment du risque, on va être mieux couvert. Et en même temps, on monte globalement, le besoin total de réserve en moyenne est plus faible. Et donc, finalement, le coût pour le système, le coût pour la société est plus réduit. Donc voilà, donc ces exemples-là, j'ai essayé d'illustrer avec quelques exemples concrets en quoi la transition énergétique amène des défis et en quoi l'intelligence artificielle peut y répondre. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on n'est qu'au début de cela. Si on reprend notre graphe du début, on n'est que là. On a déjà fait un certain chemin, mais les défis devant nous sont encore plus importants. Et donc la vague du renouvelable est devant nous, elle sera massive. La vague de transformation de notre système énergétique est très importante. Et l'intelligence artificielle, alors ce n'est pas la solution miracle unique, mais c'est un peu la planche de surf qui va nous permettre de surfer sur cette vague et de pouvoir garder l'équilibre et réussir à gérer cette vague qui est devant nous. Et peut-être pour terminer, quelques éléments importants qui sont un peu des points conducteurs à travers ces différents exemples qui sont pour moi des ingrédients, si on veut, d'une certaine manière, que l'intelligence artificielle puisse vraiment avoir de l'impact dans le monde de l'énergie, qui sont un peu des spécificités. Merci Olivier, tu étais au-delà des 15 minutes. Ici, alors peut-être. Comme ça, on va peut-être laisser la place en fait à Yannis, sinon on n'aura vraiment pas de temps pour les questions. Merci en tout cas pour cet excellent exposé. Donc notre second orateur de la journée en fait est Yannis Boucas, en fait, qui a fait en fait une thèse à l'université de Liège dans le domaine en fait de l'apprentissage par renforcement, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle appliqué en fait au marché de l'énergie. Donc il a été gradué docteur il y a un peu plus d'un mois maintenant. Il va nous parler je pense que ce qui est d'un des travaux clés de sa thèse, c'est la construction d'un agent d'apprentissage par renforcement qui utilise des réseaux de neurones profonds comme architecture d'approximation pour aller faire du bidding dans les marchés intraday, donc des marchés quand même d'une vraie complexité et assez jeune. Donc Yannis Boucas est grec, donc il parle très très bien l'anglais et le grec évidemment, et ce sera la première fois en fait qu'il donne une présentation en fait en français. Donc félicitations pour cet effort déjà, Yannis, de Floriciurs. Bonjour à tous, je suis heureux d'avoir l'opportunité de partager avec vous notre recherche concernant l'application de l'intelligence artificielle
et en particulier du Deep Reinforcement Learning pour la participation au marché de l'énergie intraday. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le groupe d'analystes d'Engie et a récemment été accepté pour publication dans la revue Machine Learning. Commençons donc par quelques mots motivants pour ce travail. Le changement climatique causé par les émissions anthropiques de CO2 du milieu du XXe siècle à nos jours est un enjeu contemporain majeur. On estime que la température moyenne mondiale a augmenté de plus de 1,2 degrés depuis la fin du XIXe siècle. Les années 2016 et 2020 étant les années les plus chaudes jamais enregistrées. Pour tenter de lutter contre le changement climatique, l'accord de Paris, signé par les dirigeants mondiaux, fixe un objectif clair pour limiter l'augmentation de la température mondiale, bien en dessous de 2 degrés et idéalement à 1,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel. L'objectif principal de cette transformation est de limiter considérablement les émissions de CO2 liées à l'énergie et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans l'Union européenne, cette transformation se traduit par les objectifs de 32% d'énergie renouvelable dans les mix énergétiques et 40% de la demande couverte par les sources d'énergie renouvelable variables d'ici 2030. Globalement, la partie des installations d'énergie renouvelable devrait atteindre 36% d'ici 2050 et selon l'International Renewable Energy Association, elle devrait même atteindre 61%. L'imprévisibilité inhérente à la production d'énergie renouvelable instantanée conduira inévitablement à des situations où l'approvisionnement prévu en électricité ne correspondra pas à la demande en temps réel. Cet effet deviendra important lorsque de grandes parts d'énergie renouvelable seront intégrées dans le système électrique et créera des situations difficiles à gérer pour les gestionnaires de réseau. Dans un tel contexte, les unités de stockage peuvent aider le système en cherchant l'énergie à des moments où l'offre d'énergie renouvelable dépasse la demande. En période de faible production d'énergie renouvelable et de forte demande électrique, les unités de stockage peuvent décharger cette énergie. Ce phénomène est appelé arbitrage énergétique. Dans ce travail, nous visons à maximiser l'arbitrage énergétique d'une unité de stockage. Étant donné que des prévisions plus précises de la production d'énergie renouvelable sont disponibles presque en temps réel, on s'attend que les acteurs du marché déplacent leurs transactions plus proches du temps réel pour bénéficier d'informations plus précises. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier la participation du stockage au marché européen de l'énergie intraday, qui est la plus proche du temps réel. En plus, la littérature existante sur les stratégies de participation au marché de l'énergie ne parvient pas à saisir plus aspects du mécanisme de marché intraday. Dans cet article, Je ne sais pas vous, mais il y a un problème de son en fait, Yanis. Oui, je ne sais pas si c'est la vidéo. Oui, Yanis, tu peux peut-être continuer, mais alors continue en anglais sur la Ouais, présentation. continue en anglais, Yanis. Prends la Ouais. présentation et continue en anglais, ça va? Ok. Je pense que c'est mieux, ok? Ouais. Pardon. Yes, we can see your screen now. Go ahead, yes. Ok. So in 10 minutes, 8 minutes, so go up to the I point. have 8 more minutes? 8 more minutes, yes. Okay, then I have to be quite fast. Okay, so basically in this paper we present a modeling framework for this for the intraday market, and where we model explicitly the technical constraints of the storage.
Since the problem is there's a high complexity in this problem, inherent complexity, we reduce the complexity by performing a set of simplification assumptions in order to apply the state-of-the-art deep reinforcement learning techniques. So the participation in the intraday market is a continuous process, similar to the stock exchange, where each market product corresponds to the physical delivery of energy in a predefined time slot. The time slot corresponding to its product is defined by a starting point and a duration. And the trading process for each time slot opens at 4 p.m. and finishes 30 minutes before the actual delivery of power. And the trading process takes place through a centralized order book for each product. Participants are submitting orders, and they should specify the type of each order, whether it's to buy or sell, the volume traded, and the price at which they're willing to pay per unit of energy. And the rules are treated, the coming orders are treated according to the first come and first served rule. So a transaction occurs as soon as the price of a buy order is equal or higher than the price of an existing sell order. Each transaction is settled following the pay as bid principle, and unmatched orders are stored in the order book and are accessible to all market participants. So we have the decision process of a storage operator participating in the intraday market as following. So we start from an initial state. The agent makes a decision on what orders to post and how to change its production and consumption schedule. It submits its decision to the environment, and the environment performs a transition. The environment is composed out of the storage unit and the intraday market simulator. And out of this transition, there is a new state coming out, and the reward signal that is associated with the revenues from these transactions. Here we see the entire schematic of the resulting decision process, and very quickly we identify that there is the action space and the state space of the problem are high dimensional, since they depend on the number of orders available in the order book. So in the following, we will perform a number of simplifications to overcome this issue. Starting from the action space, instead of the original action space of submitting orders, we propose two high-level actions. Those actions correspond to a mapping to the original action space and are defined as following. First, we have the first one called trade, and this corresponds to solving a bid acceptance optimization model based on current knowledge. And in this way, we select the optimal combination of orders to maximize our revenues. And the second one is called idle, and following this action, there's no trading that takes place. Now, the goal of this approach is to identify the opportunity risk of waiting in some moments in the market versus trading. So with respect to the state space, we work as following. So first, we have in this graph the market order depth. So this corresponds to what is the volume available at each price level for different products in the market for different quarters. And since a storage operator would like to arbitrage between two different products, we can produce these aggregated curves from these products. And here we see that there is no chance to buy and sell, to arbitrage between these products, and that is depicted by the large spread between the aggregated curves. On another instant in this market period, we see that a storage operator could buy from product Q4 and sell it back to product Q5. And this is depicted by the crossover of these aggregated curves. So we use a state space that is basically a collection of distance measured between these two curves. This is the schematic of the resulting. So basically, we are able in this way now to model our decision process as a Markov decision process, which is a requirement to be able to apply reinforcement learning techniques. And we are looking for a policy PI, so a decision rule, a way to take actions that maximizes our expected cumulative reward from the transactions.
we solve this problem by using an asynchronous version of the fitted queue iteration algorithm, where several actors in parallel perform simulations and collect trajectories in a local buffer. And then when the local buffer is full, they pass it over to the global buffer, which is used by the learner to update the queue functions. This resolution method is known to have plenty of benefits in terms of computational efficiency, exploration properties, and so on. And we evaluate the performance of the strategy against these 4 benchmarks. So first, we have a look-ahead policy where the agent can fast forward a number of steps in the future, compute its potential profits, and take a decision whether to trade or idle based on whether these future profits are better than the current ones. In practice, that cannot be implemented, but it's a good upper bound on what other policies can achieve. We have a heuristic that relies heavily, it's a probabilistic policy that relies on the results coming from the look-ahead. And then central to our approach to our paper is this rolling intrinsic, which is currently used in the industry. And basically it selects to trade at its decision step. So there is also 2 variants of this rolling intrinsic that we consider. One that only trades at gate closure, so at the end of the trading of its product, and every 5 minutes, so with higher frequency, basically. Finally, we also consider an asynchronous version of the deep queue networks, which is basically another reinforcement learning-based technique. And we evaluate our models based on this profitability ratio R, which is the discrepancy, so the percentage difference with the percentage difference of our benchmark with respect to the rolling intrinsic. So we consider a case study with a storage unit with capacity 40 megawatt hours, 8 megawatts of charging and discharging power, and 90% of efficiency. We consider trading at every 15 minutes, and we trade for quarter-hourly products of the day. And we use historical order book data from Germany of 2015. As exogenous information, we use the day-ahead prices, some imbalance prices, and some time features. And we use a training set of 92 days, and we evaluate on a test set of 152 days. Use LSTM networks as a function approximator. So I would like to talk to you about the results in this table. So first, we see the outcomes of these different policies and the profitability ratio. So we see that both reinforcement learning methods yield an improvement of around 3.8% with respect to the rolling intrinsic, which is our industrial standard on a test set. We observe also that trading on gate closures apparently is also quite profitable. And there is the upper bound, so the look-ahead policies result in approximately 11% of benefits, which is interesting to see that the margin of improvement is not quite high in this setting. Here we see the distribution of data points. So here we see the distribution of data points on the train set and test set for our fitted queue iteration. And we see that our algorithm is able to generalize pretty well. Here we see in these graphs, we see the progressive evaluation as a function of the number of episodes used for training for each of the learning-based policies. So here in the training set and here in the test set, basically we see that as the trading advances, we start mimicking quite quickly the rolling intrinsic, but it takes a number of episodes to identify a much better policy than that. So here in these graphs, we see the percentage of days that we select the action to trade for each moment in the trading horizon for the look-ahead policy in the left and the fitted queue policy in the right. What we can observe quite quickly is that it's much beneficial to first start trading, then idle, and then trade again around midnight. Now, our policy learns something similar, but not exactly the same. So our policy waits until around 7 to 8 p.m.
then idles, and then starts trading again around midnight. So next, we present a sensitivity analysis of what is the profit potential in the intraday market with respect to the specifications of the storage unit. So in fact, we vary the discharging and charging power and the efficiency of the unit. And what we see is, what is interesting to see is that the look-ahead policies achieve better performance improvements with respect to the rolling intrinsic as the capacity of the storage and the efficiency decreases. So this outcome suggests that it becomes much more beneficial to wait for good opportunities when the storage capabilities are more restricted. The performance gain from the rolling intrinsic that trades only in the gate closures remains around 6% for 5.5 to 6%. And the reinforcement learning methods manage to outperform the rolling intrinsic by approximately 4%, but don't succeed in capturing exactly what this policy, the rolling intrinsic in gate closures, might achieve. So to conclude, we present a novel reinforcement learning framework for addressing the participation of the storage unit in the intraday market. We solve this problem with two different kinds of deep reinforcement learning methods. However, some of the limitations of this proposed approach have to do with what is the behavior of other agents in the market, the state representation, and the high-level action space. And what is important, what I think is important, is that reinforcement learning is able to give us the opportunity to interpret and to identify good strategies which can create support tools and decision rules for traders in real life. So thank you very much for your attention, and we'd like to answer the questions. Thanks a lot, Yanis, and sorry to the. Sorry for the technical. You can stop sharing your screen Yes. Also, Yanis. And well, if you have questions, you can put. Either you can ask them directly or you can put them in the chat. We have a few questions. Ah oui, je dois passer en français. On a plusieurs questions dans le chat. Il y avait une question en fait assez intéressante sur les smart meters qui s'adressait peut-être à Monsieur De Volder en fait. Donc ces smart meters en fait, est-ce que vous pensez qu'en ayant les données de ces derniers, vous pourriez améliorer en fait la prédiction en fait des prévisions de consommation, ou est-ce que ça n'aiderait pas, et si oui, de combien de pourcents? Je pense que c'est une question effectivement intéressante. Ça dépend aussi de l'horizon de forecasting. Ça dépend si on fait des forecasts qui sont plus des forecasts près du temps réel, où on va pouvoir faire remonter cette information-là. Alors peut-être pas en temps réel, mais pouvoir faire remonter en partie cette information versus des horizons plus lointains. Donc ça dépend de l'horizon. Mais voilà, c'est clair que tout type d'information va pouvoir renforcer les modèles. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de GRD dans les pays où il y a une pénétration plus forte de smart meters qui sont capables de pouvoir les exploiter. Donc, c'est effectivement un atout. Ce n'est pas la solution miracle qui permet d'avoir des forecasts parfaits, mais c'est un élément qui permet d'améliorer les prévisions. Ok. Donc, il y a une question aussi de Monsieur Mac, du professeur Mac. La question est la suivante: peut-on donner des comportements qualitatifs de plus haut niveau, prudence et efficacité, à des agents basés sur le RL en fait? Donc voilà. Donc oui. Donc ça c'est. Je ne sais pas, Yanis, tu veux peut-être la prendre cette question-là. Donc, en gros, Professor Matt does not want, only to rank the reinforcement learning agent based on their expected performances, but also based on other criteria like safety and stuff like this. Yes. Just to mimic a human making decision. Yeah.
There is a very big branch of RL which is really focused on safety issues and trying to design agents that take these measures into account. Obviously, in this particular setting, we have not, but I think it is very important to design agents not only to maximize expected returns and profits, but also to account for other, as you said, basically risks, safety. And maybe just an idea, but I assume you are touching that also, to have group of people with different behavior, to have agents which are very careful, and some other agents we want to maximize the efficiency and try to make consensus between different behaviors. That is probably... That would be very interesting. Not absurd, maybe. I don't know. I'm not a specialist of it. Yeah. Yes, it's different objectives, and I guess there's some trade-off, I guess, that we will identify. Personally, I haven't had the chance to work in these settings, but it's very interesting and definitely requires... Thank you very much. Thank you for the talk also. Il y a encore une très belle question aussi, je trouve, de monsieur... de monsieur Renaud de Lancer. De Lancer. Je suis vraiment désolé, Renaud. Donc, l'intérêt des smart meters me semblait de lisser la consommation des ménages. Dans quelle mesure ce lissage peut aider à stabiliser le réseau? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Olivier, peut-être? Olivier, le micro. Désolé, Damien. Oui, donc effectivement, les smart meters sont un des composantes qui permettent de donner plus de levier au niveau du consommateur, et de lui donner des informations pour lisser davantage sa consommation ou déplacer sa consommation au moment où on en a besoin par rapport à la production du renouvelable. Après, il y a la question des incitants qui viennent avec. C'est le smart meter, c'est un instrument de mesure. Faire remonter l'information, mais quels sont les incitants qu'on donne aux consommateurs? Et donc là, on fait le lien avec notamment les nouveaux modèles de marché. Quel modèle, quelle tarification on donne aux consommateurs pour vraiment l'inciter à lisser sa consommation, ne pas juste être informé par rapport à son profil, mais lui donner vraiment les incitants pour cela. Donc, il y a des questions technologiques, mais aussi des questions régulatoires qui sont importantes par rapport à ça. Ok, on a une autre question, en fait, quelqu'un qui a levé la main, là, le H. Ah, c'était peut-être... bon, cette personne peut peut-être prendre directement la parole, en fait, pour... Oui, c'est moi, j'étais donc l'autre intervenant, je suis donc l'agent de liaison scientifique. Ah oui, je suis désolé. Voilà. Non, en fait, j'ai peut-être une double question à chacun de nos deux excellents orateurs du jour, qui est plutôt liée à l'adoption massive, en fait, de la technologie qu'ils développent. Donc peut-être pour Monsieur De Volder, dans quelle mesure est-ce que le fait que les prévisions que vous faites soient connues et adaptées par le plus grand nombre, en fait, ne change pas le résultat de votre prévision à partir du moment où les gens vont anticiper une plus faible disponibilité de l'énergie et donc acheter ou l'utiliser plus tôt? Voilà, donc est-ce que en fait est-ce que l'effet de votre prévision n'est pas en fait de rendre votre prévision incorrecte? Et alors j'ai le même pendant en fait pour Monsieur Boucas. Je vais peut-être vous poser la question en anglais. But in this context of bidding, that is kind of competitive approach to obtaining to gaining access to the energy. Are we not somehow kind of pretending that there is a simultaneous competition for the energy at one point, while actually the result of the bidding is depending on the parameters of the decision making, and so they could be known upfront, and actually the bidding process would be kind of a bit empty in the end. So don't you think that ultimately, once the parameters for the decision making would be shared by everybody, we could evolve towards a more collaborative process than a competitive process? Thank you very much.
if you want, Monsieur Devolde, you can. Oui, super, merci. Oui, je vais peut-être. C'est effectivement une question clé. Hein, comment est-ce que l'impact du forecast, est-ce qu'il y a une prophétie autorégulatrice ou au contraire, est-ce que les forecasts, finalement, s'ils sont utilisés, vont finalement dévier de par nature de ce qu'ils avaient prédit à la base, enfin bon, pour provoquer une déviation. Ça va vraiment dépendre des applicatifs et de qui va l'utiliser. Donc, si par exemple on fournit un forecast de consommation du réseau à un gestionnaire de réseau pour qu'il gère les problèmes de congestion, par exemple, si a priori, comme il n'est pas lui-même consommateur, il n'y va pas avoir d'effet sur la consommation, à moins qu'il crée des incitants, comme on a dit, de tarification. Mais alors, dans ce cas-là, l'effet est voulu. On veut résoudre ce qu'on anticipe via le forecast. Donc ça, finalement, ça va dans la bonne direction. Par contre, sur les aspects plus de marché, et là, ça fait peut-être lien avec la présentation de Yanis, c'est effectivement, si on donne des recommandations d'achat ou de vente sur les marchés sur base d'une prédiction et que tous les acteurs prennent les mêmes positions, mais finalement, on va détruire l'opportunité. Et ça dépend aussi de la profondeur du marché, à quel point on peut avoir un ensemble d'acteurs qui prennent une décision en même temps. Et par exemple, quand on fait du prédiction sur des grands systèmes, sur des grands marchés comme en Allemagne, on va avoir il y a beaucoup de liquidités, on va avoir beaucoup moins ce problème-là que dans des plus petits systèmes où dès qu'un acteur prend une position, il inverse le système et finalement, le forecast s'envoie complètement chamboulé. Mais c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup, c'est une question de profondeur et de savoir à partir de quel moment on anticiper d'une certaine manière l'impact des décisions sur le forecast en lui-même. In my opinion, thank you very much. A very, very good question, a good point. What happens if everybody has the same algorithm or the same information and so on? I mean, these algorithms are based in this assumption that there is hidden information, agents having, agents not knowing the strategy of other agents, or they are trying to estimate it and they arrive in some equilibrium at some point. Now, if everybody had the same algorithm, there would be just a different equilibrium. Now, whether this would be better or not, we can argue, but probably it would be better. However, better in terms of social welfare. However, I don't think it's possible or practical in any kind of market mechanism where we don't have a centralized entity taking care of everything. However, instead, we have several actors competing or cooperating with hidden information. I think it's partially. I don't think it's possible to talk about common information. Although European Union is attempting to achieve through this transparency platform and other initiatives to share information across market players. However, the strategies of the market players, their individual costs, their technologies, and so forth are hidden. D'accord, merci beaucoup tous les deux. Merci. Merci. On a peut-être je pense qu'il est temps, je ne sais pas, c'est Antoine, en fait, on a déjà, je pense, dépassé le temps imparti, puisque ça devait se terminer à 10 heures. Donc, je remercie vraiment tous les intervenants pour ces exposés très, très intéressants, trop courts, malheureusement, beaucoup trop courts. On aurait voulu discuter beaucoup plus ensemble, mais voilà, c'est comme ça. Merci aussi aux excellents organisateurs, aux gens d'ADN qui font vraiment un boulot remarquable en fait pour organiser ces sessions, et merci aussi à tous les participants à cette conférence, et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à tous, et pour information, pour les prochains carrefours de l'IA, on aura un petit break cet été et les prochains se dérouleront le 15 septembre. Merci Antoine pour cette information et pour tout ton travail. Au revoir tout le monde.